Donc, bienvenue à tous pour ce troisième épisode de la Semaine de l'Optimisme organisée par Morning. Un grand merci de votre présence. Comme certains d'entre vous n'étaient pas là hier et avant-hier, je vais juste prendre 2 minutes pour vous expliquer 2-3 éléments de contexte. Morning, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une joyeuse bande de 130 personnes qui crée des espaces de travail et tout ce qui va avec pour faire en sorte que les gens passent une bonne journée au boulot. Pour y arriver, on fait plein de choses, notamment la semaine de Morning. Chaque trimestre, depuis 2 ans, on a déjà balayé pas mal de thématiques. La semaine de l'impact, la semaine de l'intelligence artificielle, la semaine de l'aventure, la semaine de demain. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir à la semaine de l'optimisme. Moi, je suis Anissa, responsable de la communauté chez Morning et en charge de cet événement. Je ne vous cache pas que cette thématique me tient beaucoup à cœur parce que depuis ma position au boulot, je suis amenée à croiser pas mal de coworkers, certes en visio, et je vois bien que cette période n'est pas facile. Les colloques Morning, et donc j'imagine un paquet de gens ailleurs, sont en quête de solutions nouvelles. Tout le monde a besoin de prendre du recul, de changer d'angle. Et c'est pour ça que cette semaine de l'optimisme existe. C'est pour ça aussi que nos invités sont là. Lundi, c'était Thierry Saucé et Marjolaine Grondin qui nous ont gonflé à bloc. Hier, c'est Tariq Tchekchak, Olivier Massico et Edouard de Blanco qui nous ont partagé leur connaissance du vivant comme source d'inspiration pour les organisations. Demain, ce sera au tour de Stéphanie Ampard de So Good de nous parler des nouvelles narrations avec Anne-Sophie Novelle, Valérie Zoïdo et Caroline de Chantrac. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Isaac Guedes avec Marie Barbier et Caroline Leroy pour nous parler des organisations qui se renouvellent. Mais avant de leur laisser la parole, je tenais simplement à vous remercier, vous tous, d'être en ligne et à remercier sincèrement les intervenants du jour, Isaac, Marie et Caroline. Si ce moment est possible, c'est surtout grâce à eux. Alors, un grand merci à eux. Et bien sûr, je n'oublie pas de remercier chaleureusement Nathalie Novak, cofondatrice d'Infusio, notre coworkeuse de République, qui va animer ce moment. Merci beaucoup, Nathalie, d'être toujours présente pendant nos semaines thématiques. À toi de jouer, Nathalie. Bonne conférence à tous et à demain, j'espère. Merci Anissa, bonjour à tous, honorée d'être avec vous aujourd'hui pour aborder donc ce sujet, la transformation des organisations s'accélère et c'est bien. Merci donc Anissa pour cet enthousiasme partagé et à Morning pour ce souffle positif dont nous avons tant besoin en ce moment. Donc, ce n'est pas un hasard que nous soyons tous réunis ce matin dans cette semaine de l'optimisme pour identifier des tendances, des idées, des solutions positives et se donner les moyens d'agir vers un futur souhaitable pour chacun et chacune d'entre nous. Et je sais de quoi je parle en qualité de cofondatrice d'Infusio, une entreprise qui a été créée il y a 16 ans maintenant. Chez Infusio, nous accompagnons des démarches de transformation culturelle au sein de différentes organisations publiques et privées. Et nous sommes convaincus et nous avons constaté que tout changement peut advenir à partir du moment où un petit groupe de gens ont cet esprit optimiste et engagé vers et voient en fait un futur meilleur et pas seulement les dirigeants. C'était également auprès des collaborateurs que nous voyons une diffusion positive de cet état d'esprit. Et donc, c'est important aussi de se dire que ça sera une contamination pour le meilleur, à la fois dans leur système, mais aussi auprès de leur écosystème. Pour aborder la transformation des organisations et les changements ce matin, j'ai la chance d'accueillir 3 personnes qu'a cité déjà Anissa, qui agissent au quotidien dans leur environnement professionnel vers cette fameuse lumière au bout du tunnel. J'ai nommé Isaac Guedes, auteur multirécidiviste, et c'est tant mieux pour nous, conférencier, accompagnateur de dirigeants, professeur à l'ESCP. Parmi vos ouvrages, Isaac, je peux citer votre best-seller primé, Liberté et compagnie, coécrit avec Brian Kearney, traduit en plus de 15 langues et qui a contribué à un mouvement pour repenser la confiance au cœur des organisations, voire même réinventer certains modèles d'affaires. Vous êtes également le co-auteur de Leadership sans ego avec Bob Davids et Brian Kearney. Et puis, plus récemment, vous avez écrit avec Laurent Marbaché sur l'entreprise altruiste. Et puis, vous allez avoir le plaisir de nous en parler davantage. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Également, nous accueillons Caroline Leroy, Chief People and Fulfillment Officer chez Payfit,
une entreprise créée en 2016 pour pour révolutionner la gestion de la paye et les processus RH pour les entreprises. Donc, chez Payfit, en quelque sorte, vous contribuez à libérer aussi les énergies. Et grâce à cette solution SaaS que vous avez mise en place, vous participez à l'accélération des transformations digitales auprès de PME et de start-up. Et puis, j'ai bien noté que vous étiez en forte croissance puisque je crois que vous atteignez la barre des 500 salariés aujourd'hui et vous êtes répartis dans plusieurs sites et donc ça crée aussi un challenge dans cette période de reconfinement de pouvoir entretenir un état d'esprit et la confiance au cœur sur laquelle vous misez. Donc, merci Caroline et bienvenue. Enfin, nous accueillons donc Marie Barbier, DRH de Morning. Donc, je suis chez Morning à République, effectivement. Donc là aussi, c'est une entreprise qui mise sur l'humain, la diversité des talents et des métiers pour proposer de passer une belle journée au travail donc, à des entreprises qui habitent vos espaces. Et puis, vous veillez à proposer aussi une belle journée à 130 ou 150 salariés aujourd'hui qui vous accompagnent, que vous avez recrutés dans divers métiers, aussi bien que ce soit l'architecture, l'artisanat, l'ébénisterie, le marketing, l'accueil et j'en passe. Donc, c'est très riche. Et pour ce faire, avec Clément Alteresco, donc le cofondateur de Morning, vous misez sur une culture d'entreprise flexible. Donc, merci Marie d'être là avec nous ce matin. Et merci à vous tous qui êtes connectés aussi d'être ici. Donc, nous allons nous organiser là en 4 temps. Un premier temps où je vais inviter donc nos témoins à faire part finalement de l'accélération grâce à la crise. Et puis un deuxième temps où, bien entendu, on va dresser un peu quelques points de vigilance, en tous les cas, quelques écueils que vous avez traversés et qui seront utiles. Enfin, vos solutions seront utiles à connaître pour éventuellement les collaborateurs. Et puis, nous aborderons ce concept d'entreprise altruiste qui est une solution pour traverser ces moments critiques et pour un futur durable. Et puis, si on a le temps, on invitera donc à faire un peu des questions-réponses. Donc, on laissera une quinzaine de minutes et donc j'invite tous les auditeurs à intégrer vos questions, commentaires dans le Q&A donc, de Zoom, éventuellement dans le chat, mais c'est vrai qu'il y a une question-réponse dédiée à ça. Donc, on y va. Témoignons sous un angle positif déjà. Donc, que ce soit Payfit ou Morning, vous avez déjà enclenché des réflexions bien avant tout ce qui est confinement et cette crise sanitaire. Et finalement, le confinement n'a fait qu'accélérer les choses. Et notamment, pour vous, Caroline, c'est le concept de Work from Anywhere qui s'est mis en place, qui s'est enclenché dès le début de la crise. Donc, est-ce que vous pourriez nous en parler ? Bien sûr. En 2 mots, Work from Anywhere, qu'est-ce que c'est ? Littéralement, c'est travailler où vous voulez, mais aussi comment vous voulez, avec les horaires que vous voulez. C'est une organisation du travail complètement revisitée, qui est basée sur la confiance et l'autodétermination des collaborateurs, où les managers ne sont que des guides, des coachs, qui viennent orienter le collaborateur dans ses choix. Bien sûr, il y a un cadre légal qui vient sous-tendre notre organisation, mais aussi un cadre culturel. C'est des principes clés qui sont liés à nos valeurs et qui viennent faire en sorte que dans ses choix, le collaborateur va devoir se poser un certain nombre de questions. Je vais revenir sur un exemple. Pour vous donner des éléments de contexte, en fait, on n'était pas en Work from Anywhere quand on a commencé la crise. On était déjà mais par contre, on avait déjà un postulat de confiance. On faisait déjà confiance à nos salariés dans la manière dont on respecte le collaborateur, dans la transparence qu'on avait sur notre communication, par exemple, et l'écoute et la bienveillance de nos managers. Quand je vous dis ça, c'est vraiment des pourcentages des retours qu'on a eu de nos collaborateurs sur comment ils percevaient la bienveillance de leur manager, de proximité, par exemple. Donc, on avait une culture déjà de la confiance qu'on a fait qu'accélérer avec le Work from Anywhere. Une deuxième chose que je voulais aussi vous signifier, c'est qu'on était sur 2 jours de télétravail, par exemple, si on revient sur le lieu de travail. Au départ, quand on est arrivé en situation de confinement. Mais en fait, on n'était pas sur 2 jours de travail maximum parce que c'était une question de confiance.
mais parce qu'il y avait une peur du délitement de la culture. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est important de le noter. Donc, mon point ici, c'est de dire que la confiance, ça vient quand même d'une origine, d'un départ de la création d'entreprise. Et c'est un fil conducteur qui nous a amené à avoir ce type d'organisation. Ce qui est intéressant là aussi, donc je vous disais, c'est le salarié qui s'autodétermine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, je suis au support client. D'accord? Je suis une journée où je suis fatiguée, j'ai envie d'aller faire du sport, de me changer les idées. Pour nous, l'épanouissement du collaborateur, c'est très important. Est-ce que je vais y aller à 11h? Est-ce que je vais y aller à midi? Est-ce que je vais y aller à 17h? Quelles questions je vais me poser? Moi, mes clients, ils ne sont pas en horaire décalé. Ils ont des contraintes qui sont différentes. Donc, si je vais à 11h à la piscine, par exemple, c'est bien pour mon épanouissement, mais dans nos valeurs, qui sont le respect de l'autre, c'est-à-dire de mes collègues, de mon équipe, de mes clients, est-ce que ça ne va pas impacter les autres? Et est-ce que ça ne va pas impacter, si je fais ça tous les jours, ma productivité et ma performance? Et donc, mon épanouissement in fine dans l'entreprise. Et si le collaborateur a un doute, il va aller voir son manager ou sa RH pour pouvoir se poser des bonnes questions. Bon, vous l'avez compris, c'est un exemple un peu littéral, mais c'est ce type de questionnement qu'on va aller chercher et qu'on va laisser le collaborateur autorisé à le faire. Donc, c'est ça ce qu'on appelle l'autodétermination chez nous. Et du coup, quand le premier confinement est arrivé, puisque tout ça a un peu décalé les choses, certainement, ou en tous les cas bougé les lignes, qu'est-ce que vous avez décidé de mettre en place pour justement conserver cet esprit d'autodétermination? En fait, on a fait de cette crise une opportunité, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte en faisant des enquêtes régulières que les collaborateurs plébiscitaient beaucoup plus de flexibilité. Quand je dis autodétermination, c'est-à-dire qu'on a tous, et on le sait, on est tous différents par rapport au sommeil, mais par rapport aussi au niveau d'énergie, par rapport aux heures où on est productif, par exemple. Il y a des gens qui sont plutôt du matin, il y a des gens qui sont plutôt de l'après-midi, des gens du soir. Donc, c'est comment on fait en sorte que chacun, individuellement, puisse, avec bon sens et intelligence, s'autodéterminer sur quel va être mes temps où je vais me concentrer. Moi, je préfère travailler très tôt le matin, donc je vais m'organiser autrement dans mon temps de travail. Je préfère aller faire du sport à tel horaire, etc. Je suis, par exemple, passionnée de kitesurf. Peut-être que je vais aller vivre dans un endroit près de la mer où je peux faire beaucoup plus régulièrement ma passion et je vais être plus épanouie. C'est ça que ça veut dire derrière. Et donc, c'est là que le Work from Anywhere, vous l'avez enclenché, je dirais, en autorisant tous vos salariés à habiter là où ils le souhaitent, là où ils se sentent le mieux dans leur plein potentiel. Et en même temps, je sais que vous avez des sites en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Et ces sites-là, en fait, ont un lieu, c'est un lieu de rassemblement. Donc, comment ça se passe en cette période de confinement? Les sites sont vides. Est-ce que vous arrivez quand même à créer une forme d'énergie commune? Alors oui, c'est une grande inquiétude, c'est-à-dire quand on laisse autant de liberté et d'autodétermination, comment on fait pour qu'il y ait une émulation collective, il y ait une identité collective qui soit maintenue dans le temps? Et comment on fait en sorte pour se retrouver, pour le vivre ensemble? C'était vraiment ça notre inquiétude et comment on le projetait. Alors, hors confinement, ça nous a forcé à être meilleurs organisationnellement, c'est-à-dire à faire en sorte que nos routines et nos rituels de vivre ensemble soient un vrai élément stratégique de notre organisation et de notre stratégie RH. RH et manager. Et donc, on a défini des budgets par manager, par équipe, pour qu'ils puissent très, très régulièrement, de manière totalement autonome, créer des rituels par équipe. Et pareil, au niveau d'un pays ou de l'entreprise, on a créé des rituels d'entreprise beaucoup plus fréquents, voyez, pour que ce vivre ensemble il soit qualitatif quand on se retrouve. C'est comme quand on a des enfants, peut-être des fois on a moins de temps pour s'occuper d'eux, mais quand on va vouloir avoir un temps avec eux, on va faire en sorte que ce temps soit très qualitatif. C'est un peu le même principe. Ensuite, effectivement, là, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est qu'on a notre organisation qui vient se paralléliser avec les problématiques du Covid et du confinement. Donc, on n'a pas de retour d'expérience suffisamment fort pour vous partager, savoir si ça fonctionne, ça ou pas.
c'est sûr que c'est un challenge pour nous, mais ça ne nous empêche pas d'être créatifs et de faire des rituels pendant ce moment-là. Et il y a un dernier point que je voulais mentionner, c'est qu'en fait, la plupart de nos collaborateurs, en fait, viennent très régulièrement au bureau, majoritairement. Il y a des métiers, il y a des situations, notamment des jeunes collaborateurs qui arrivent dans l'entreprise, font que la majorité en fait, de nos salariés viennent régulièrement dans les sites. Vous voyez, quand je vous dis ça s'autodétermine, c'est aussi beaucoup de bon sens. Les gens ont envie de voir les autres parce que ça fait partie de notre culture. C'est juste qu'on ne l'impose pas, on l'encourage. Merci Caroline pour ça. Marie, toi chez Morning, du coup, vous êtes quand même au cœur des mutations, des nouvelles formes d'organisation. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les effets de la crise et comment ça a accéléré certaines de vos transformations qui étaient aussi déjà un préalable bien avant le confinement? Alors, c'est vrai que chez Morning, notre mission, c'est vraiment de transformer la façon dont on travaillera demain dans le but de faire passer aux gens une bonne journée de travail. Ça, on le répète beaucoup. Et ce qui est important, c'est que ce soit incarné pour nous en interne. C'est-à-dire que si nous, nos salariés passent de bonnes journées de travail, ils arriveront à l'incarner encore mieux pour nos coworkers, nos colocataires. Donc, on a un vrai laboratoire RH en interne dans lequel on essaye des choses, qu'on essaye de mettre en place. Et tout comme chez Caroline et chez PayFit, la base qui est vraiment très importante, très solide, c'est la confiance. Donc chez nous, tout part de la confiance et on la retrouve dans toutes nos pratiques RH qu'on essaye de mettre en place depuis plusieurs années et qui fonctionnent assez bien pour le moment. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent un petit peu moins bien. Il y en a qu'on pousse un peu plus loin, il y en a certaines qu'on arrête parce que ça ne fonctionne pas. Et tout ça, c'est toujours dans le souci d'être novateur, innovant, de permettre à nos salariés d'être bien chez nous, mais aussi de le proposer à nos coworkers. Je pense au télétravail, par exemple, que le confinement nous a imposé. Clairement, chez nous, on pratiquait déjà le télétravail, tout comme chez PayFit, donc plusieurs jours par semaine. On a aussi des gens qui sont à distance de façon régulière. Ce qui n'était pas très représentatif, c'est que ce n'était pas un vrai télétravail, mais je pense que ce qu'on a essayé de faire, tout en respectant notre culture et la confiance, c'est de continuer à fonctionner comme on le fait aujourd'hui en mode projet. Donc, de laisser les gens se responsabiliser, prendre leurs propres décisions comme on le faisait déjà. Et que le fait d'être 100% à distance a vraiment poussé cette pratique de la responsabilité, d'être autonome, d'être capable de prendre ses décisions, de consulter des experts, etc. Et de pas... Enfin, ça a poussé encore plus le management de façon libéré et confiant. Vraiment, ce management dans la confiance, dans l'autoresponsabilisation des salariés, etc. On a vraiment vu que c'était très important et pour les salariés et pour que les projets avancent de façon efficace. Ça, c'est vraiment très important chez nous. En général, on a l'habitude vraiment de tester des choses, d'être très agile, très flexible, aussi dans notre façon d'aborder le bureau. Donc chez nous, on n'a pas de place attitrée, on travaille vraiment en mode flexible, on travaille où on veut, quand on veut. À la différence peut-être, par exemple, on est très opérationnel, donc on a besoin de se retrouver en équipe, on travaille vraiment beaucoup en équipe. Donc c'est vrai qu'il y a toujours ce souci de tenir au courant son équipe, d'où on est, comment on va travailler ensemble dans la journée, dans la semaine, etc. Bon, ça fait partie des limites du confinement, mais on en parlera peut-être plus tard. Donc voilà. Merci Marie. Je vais passer la parole à Isaac pour prendre un peu de recul aussi, puisque ce qui nous concerne tous, c'est effectivement comment on entretient cette mécanique de confiance aussi au sein des organisations et finalement comment on allège aussi peut-être la charge mentale dans ces moments un peu critiques que la crise nous oblige à vivre. À vous Isaac. Merci Nathalie. Vous m'avez présenté donc de manière très gentille et officielle. Maintenant, il y a une façon un peu moins gentille et moins officielle de me présenter. Je suis un spécialiste de travail et des enfants. Child labor. Et en réalité, bon, ça suscite un petit peu effectivement de curiosité. En quoi
Et je dis la raison, et c'est que quand je me suis intéressé au monde de l'entreprise, j'ai constaté que la plupart des salariés sont infantilisés. Et ils sont infantilisés par la façon dont l'entreprise organise leur travail. Or, il s'agit des adultes qui prennent leurs propres décisions, qui s'autodéterminent, pour utiliser le terme que Caroline a employé, qui sont des termes effectivement des grands psychologues, des CRN, de la théorie d'autodétermination. C'est ce que les êtres humains veulent, mais ce n'est pas ce qu'ils rencontrent à partir du moment où ils cherchent où ils doivent garer leur voiture au parking. Sans parler de bien d'autres choses, à quelle heure ils doivent arriver, à quel moment ils sont autorisés à faire leur pause, à quel moment ils peuvent poser leurs vacances, qui va payer pour le déplacement, quand est-ce qu'ils doivent remplir tel formulaire, etc. etc. Donc, l'entreprise traditionnelle est l'entreprise d'infantilisation des adultes généralisés. Et donc, si vous voulez sortir de cette situation-là, et si vous voulez construire votre entreprise non pas sur l'autorité et le contrôle, mais sur la confiance et autocontrôle, autodétermination, autodirection, il faut radicalement transformer la façon dont l'entreprise est organisée. Et ce n'est pas le télétravail qui le fait. Je suis désolé de l'annoncer. Le travail existe depuis des décennies. Et le travail peut parfaitement coexister avec l'organisation classique de l'entreprise. Et on peut organiser le télétravail dans la continuité de l'infantilisation de salariés. Et donc, ce que j'ai entendu ici, ça me fait beaucoup de plaisir, c'est que je ne connais pas, bien sûr, ni l'entreprise de Caroline Leroy, ni Morning de Marine Barbier, mais ce que j'ai entendu, c'est quand même la question de la confiance et non pas de contrôle est au cœur de l'organisation de travail. Vous savez, la France est un pays, le seul à ma connaissance, parce que je quand même étudié et travaillé dans beaucoup de pays dans lesquels la phrase « la confiance n'exclut pas le contrôle » a une popularité incroyable. Ça rassure beaucoup de monde dans l'entreprise. J'ai fait de la recherche très approfondie pour mon dernier ouvrage dont on parlera, j'imagine, l'entreprise altruiste. Est-ce que vous savez qui est à l'origine de cette phrase « la confiance n'exclut pas le contrôle » ? Vous savez ou non? Peter Drucker? Non, c'est Staline. Or, c'est une phrase extrêmement populaire dans le monde de l'entreprise. Donc, non, la confiance exclut le contrôle, car de nos enfants, si on fait confiance à un enfant, de sortir, de rentrer, ben, on ne va pas en même temps mettre le caméra de surveillance derrière. Donc, il faut ce qu'il faut, c'est-à-dire, je ne dis pas qu'il faut, mais les entreprises qui décident véritablement de faire quelque chose dans le sens, et là je reviens maintenant très concrètement à votre question, de changer leur mode de travail, ils doivent se poser la question, est-ce qu'ils se sont transformés suffisamment pour mettre la confiance et le contrôle dans le mode de fonctionnement? S'ils ne font pas ça, malheureusement, je pense que les salariés, c'est comme les enfants, ils voient du faux très vite. Si ce n'est pas le cas, ils vont ressentir que malgré des mesures de télétravail ou autre chose, en réalité, il y a plus de contrôle, il n'y a pas moins de contrôle. Parce que le manager n'est pas là, parce qu'il ne voit pas combien de temps de travailler, qu'est-ce que tu as fait, où tu étais pendant la journée, etc. Donc, il y aura plus de reporting, il y a plus de surveillance, etc. En revanche, si la confiance et le contrôle étaient déjà la base de mode de fonctionnement de l'entreprise, dans ce cas, cette situation dans laquelle on vit aujourd'hui ne va être qu'une preuve supplémentaire et extrêmement puissante que l'entreprise a eu raison, nous faire confiance et nous laisser prendre des décisions responsables pour effectivement faire notre mieux pour réaliser la vision de l'entreprise. Donc voilà le cadre un peu général de comment je vois des choses. Et d'ailleurs, pour rebondir aussi, Isaac, il me semble quand même que la crise a touché aussi tous ces fameux dirigeants qui sont dans des entreprises beaucoup plus pyramidales, beaucoup plus hiérarchiques aussi. Et donc, le fait de vivre des choses un peu contrastées, un peu différentes, les a mis aussi face à eux-mêmes. Et quelque part, on va vers aussi cette prise de conscience généralisée qu'il faut revoir un peu les fondamentaux derrière l'organisation
Et donc voilà, donc je rebondissais sur ce levier de confiance et sur le fait que finalement les dirigeants eux-mêmes se disent que peut-être que en se laissant un peu plus d'autonomie, il y en a beaucoup qui m'ont dit en tous les cas que la proximité de décision et le décalage de décision lié aux incidences de la crise les a aidés à prendre conscience qu'ils étaient partout en fait. Et donc il fallait qu'ils lâchent un peu la bride. Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus, Isaac. C'est un parti vrai pour certains qui se sont rendus compte évidemment qu'ils ne sont pas indispensables et que l'entreprise peut fonctionner sans que toutes les grandes décisions se décident au comité de direction, au sommet, et après le descend et que tous les problèmes remontent, qu'on a, notamment dans le monde hospitalier. Hein, on a vu que les hôpitaux qui ont repris, à mon avis, pas la meilleure chose et les meilleures pratiques de l'entreprise, mais ils ont repris les KPIs, le reporting et tout ça, et le management par les objectifs et d'autres pratiques. Ils ont vu en réalité que pendant le premier confinement, surtout quand ils devaient arrêter tout ça, finalement, les gens qui choisissent de travailler dans l'hôpital, ils sont passionnés, ils ont un sens, ils ont une vision et ils se sont déployés par eux-mêmes pour prendre des décisions qui sont les meilleures pour les patients face auxquels ils se sont retrouvés. Donc, ça a posé des questions à un certain nombre de directeurs des hôpitaux, un certain nombre de managers dans les hôpitaux, mais c'est un peu pareil partout. Mais pour terminer, ce n'est pas une garantie parce que cette fameuse transformation de soi, cette prise de conscience, ce que nous avons appelé de manière très simple leadership sans ego, n'est pas simple à faire, pas du tout, et sans le travail assez souvent avec des coachs, est quasiment impossible d'accomplir. Donc, il faut encore que cette prise de conscience s'accompagne par un travail sur soi qui peut durer quand même un certain temps. Merci Isaac. Je vais passer la parole à Marie maintenant parce qu'effectivement, on parle de passion, on parle d'envie de travailler sans effort, en fait, sans compter quelque part. Et c'est un peu ce qui se passe chez toi, enfin chez vous, Marie, pardon. Et du coup, je sais qu'une des limites que vous aviez soulignées, c'est que malheureusement, il y a quand même des collaborateurs qui s'engouffrent dans le travail pendant cette période de confinement, parce que c'est une véritable occupation. Et du coup, qu'est-ce que vous leur dites à ces personnes ou qu'est-ce que vous mettez en place? Il y a beaucoup de questions sur les rituels aussi, donc si on peut avoir un petit écho là-dessus. Alors, vraiment, je tiens à insister sur le fait que le confinement, ce n'était pas du télétravail tel qu'on le pratique habituellement. Là, ce confinement, c'était particulier. On était tous enfermés chez nous. Impossible de faire du sport, de sortir, de pratiquer ce qu'on pratique habituellement quand on a une vie normale, de sortir, voir des amis, la famille. Donc, malheureusement, nous, on a constaté chez certains de nos collaborateurs un besoin de travailler parce que finalement, quelque part, c'est un peu tout ce qu'ils avaient parce qu'ils ne pouvaient pas aller faire de sport, parce qu'ils ne pouvaient pas aller voir leurs amis, etc. Donc, certains sont un peu tombés dans le travail, dans le trop de travail. Vraiment, ceux-là, on les a suivis, on les a identifiés et on a fait en sorte de les accompagner dans un décrochage et les aider à se mettre des limites, à se mettre des horaires, alors que d'habitude, on n'est pas très horaire. Mais là, ceux-là, on a vraiment dû les encadrer. Ça a été important pour nous qu'ils soient bien et qu'ils se mettent des limites. Ça, c'est pour moi la limite principale de ce confinement. C'est l'impossibilité de faire autre chose et donc avoir le télétravail comme exutoire, enfin le travail comme exutoire. Ça, c'était vraiment très important. Ensuite, pour notre équipe au sens plus large, pour les rituels de l'équipe, c'est vrai qu'un petit peu comme je pense chez PayFit, les gens ont besoin de se voir, sont heureux de se voir. Et de façon très naturelle, le collectif est vraiment très important chez nous. De façon très naturelle, là où d'habitude les gens se voient, déjeunent ensemble, dînent, font plein de choses ensemble, ils font plein de choses ensemble chez Morning, ils ont réussi à recréer ça virtuellement. Donc, on a un développeur qui a créé un bureau virtuel dans lequel on peut aller à n'importe quel moment de la journée, retrouver d'autres gens qui sont dans ce bureau virtuel. On a de façon transparente organisé une sorte de météo hebdomadaire dans laquelle toute l'entreprise est conviée toutes les semaines pour la tenir au courant de l'avancée chez nous
du confinement, des mises en place du chômage partiel ou d'autres mesures RH dont on peut avoir besoin en cette période de confinement. Voilà. Et il y a eu des cours de cuisine, il y a eu vraiment plein de choses qui se sont mises en place et qui ont été à l'initiative, pas seulement des RH, mais de tous les salariés de l'entreprise. Si quelqu'un avait une idée, libre à lui de le mettre en place. Il n'y a pas besoin de demander la permission. Et je trouve que c'est très important d'encourager la créativité de chacun et de laisser à chacun la possibilité de mettre en place des choses sans avoir à lever la main ou demander la permission. Et ça, vraiment, le fait de faire ça a permis aux gens de rester impliqués, engagés et d'avoir un soutien qu'ils ont trouvé dans le travail, mais d'une façon assez différente, en fait. Voilà, donc ils ont tous fait preuve d'énormément de créativité. Merci Marie. De votre côté, Caroline, comment ça se passe quand effectivement vous intégrez autant de nouveaux collaborateurs? Et puis, je crois que dans le processus d'intégration, il y a des moments où effectivement, il y a des points de rencontre. Donc maintenant, c'est des points de rencontre virtuels, j'imagine. Oui, tout à fait. Avant de répondre à cette question, je voulais juste faire écho à ce que disait Isaac tout à l'heure sur la confiance et la difficulté, l'infantilisation des salariés. Parce qu'en fait, c'est exactement ça. Et ce qui est intéressant chez nous, c'est ça qu'on rencontre comme difficulté, comme challenge. C'est-à-dire que certains salariés sont tellement habitués à ne pas être autonomes ou parce qu'ils ont peur et ça crée des situations d'anxiété sur comment je peux être autonome, comment effectivement en lien aussi avec Marie, je gère mon équilibre pour pas que je sois trop dans que le travail. Donc notre difficulté, notre challenge, il est là, c'est comment on accompagne les collaborateurs pour qu'ils aient les moyens de s'autodéterminer correctement et comment on accompagne les managers pour qu'ils soient parfaitement au clair sur ce que ça veut dire cette notion de détermination des salariés et comment ils peuvent néanmoins dans le corps social, faire en sorte que les situations déviantes, bien évidemment, soient régulées. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Je ferme la parenthèse. Pour répondre sur la partie onboarding, oui, on a revu notre processus, mais on pense qu'il est fondamental pour ceux qui arrivent dans l'entreprise d'avoir des moments présentiels plus importants. Et on fait en sorte que leurs mentors, ce qu'on appelle les buddies chez nous, et les équipes et les managers, dans ces moments-là, soient beaucoup plus présents. Donc, sur notamment un mois. Donc, si par exemple, je suis manager ce qu'on appelle un payee, d'un nouveau collaborateur que j'habite à Bordeaux, pendant un mois, je vais faire en sorte d'être au moins là 2-3 jours par semaine sur les 4 semaines où va être ce nouveau collaborateur pour être sûr qu'il soit correctement onboardé, qu'il soit à l'aise dans notre culture et notre organisation. Parfait. Alors du coup, ça me fait penser à la symétrie des attentions. Il y a quand même effectivement un regard qui se porte sur l'intérieur, les collaborateurs, puis il y a un regard qu'on doit porter sur les clients ou le périmètre externe à l'organisation. Donc ça me fait penser à la fois à Liberté et compagnie qui était quand même vachement tournée sur l'intérieur et puis peut-être l'entreprise altruiste aujourd'hui qui crée cette symétrie des attentions où si on donne si on considère de donner ou si on met un facteur radical, peut-être social, au cœur, peut-être que le système va nous le rendre. C'est un peu ça que j'entends aussi à travers Morning et Payfit, quelque part. Donc, je passe la main à Isaac pour nous éclairer là-dessus. Merci Nathalie. Je vais faire une transition. Je veux rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Caroline d'ailleurs. Par rapport au rôle de manager pour aider certains collaborateurs d'assumer l'autonomie, de devenir responsables. Effectivement, on a entendu, je pense que c'est compréhensible, en tout cas en tant que psychologue, je le comprends, c'est l'anxiété, donc on en parle, on a parlé d'entreprise libérée, il n'y a plus de managers, on vire les managers, etc. Bien sûr, c'est tout le contraire qui est la vérité. Et la vérité est qu'on a besoin encore plus les managers que d'habitude. En revanche, leur rôle change. Et leur rôle, c'est effectivement d'aider ceux qui ont besoin de pouvoir grandir, se développer pour justement assumer cette responsabilité et l'autonomie que l'entreprise leur permet. Et ce n'est pas simple.
Et donc, il faut aussi former et accompagner les managers pour faire ce travail, parce qu'on peut facilement déclarer le manager c'est un psy, mais encore, il faut qu'il soit capable de faire ce rôle-là, qui est un rôle éminemment, j'aurais dit, plus complexe que, par exemple, là, gérer son activité avec je sais pas, des instructions, de reporting et autre chose. Donc, c'est quelque chose qui est essentiel et il faut comprendre ça quand on parle effectivement de ce type d'organisation. C'est aussi lié à la période actuelle. Hein. Donc, c'est pas parce que cette autonomie-là, encore, il faut que les gens encore apprennent à prendre encore plus d'autonomie et à assumer que d'habitude, maintenant, ils s'organisent complètement. Ça a été discuté et ce qu'a dit Marie aussi, je fais une petite conjonction, est un des gros problèmes dans ces entreprises, c'est que les gens, ce qu'on craint parfois, les gens, ils vont faire ce qu'ils veulent, ils vont sécher, ils vont travailler, ils vont partir à la piscine, ils vont faire… En réalité, c'est le contraire qui est vrai. Puisque les gens, la majorité des gens, ils ont envie de faire bien leur travail et maintenant, ils ont tous les moyens. Donc, ils exagèrent, entre guillemets, c'est-à-dire, c'est comme les artistes dans leur studio. Un peintre, il ne va pas compter les heures. Et ça, c'est un problème. C'est justement le rôle de ce manager, de leader, en disant, écoute, je remarque que finalement, tu fais des heures impossibles. Est-ce que tu prends suffisamment, tu fais suffisamment attention à toi, etc., etc. Donc, c'est aussi cette autonomie est liée à un certain nombre des sujets qu'il faut. Donc, c'est très complexe. Hein, c'est très complexe. Sans pour autant d'être le papa, un nouveau type de papa bienveillant, hein, mais quelqu'un qui est un peu un coach, hein, quelqu'un qui aide la personne. Donc maintenant, on passe à l'entreprise altruiste, donc c'est un autre sujet. On a parlé beaucoup, et on n'a que touché, évidemment, le temps passe vite, on n'a que effleuré quelques éléments, mais tout ce sujet-là, c'est un sujet immense et énorme, et on peut faire énormément d'erreurs en se focalisant sur enlever la pointeuse, mettre les travaux, etc., en disant, ça y est, on a mis des baby-foot et on a l'entreprise libérée. En réalité, c'est très, très, très complexe et évolutif, et c'est les salariés qui le construisent. C'est les salariés. Voilà. Et donc, c'est s'approprier de cette transformation. Maintenant, l'entreprise altruiste, par rapport à l'entreprise libérée, il n'est pas tourné vers servir ou se mettre au service des salariés, mais se mettre au service des membres de son écosystème qui ne sont pas à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, les enjeux sont complètement différents. Comment vous faites, pour faire simple, pour transformer les relations que vous entraînez? Tout à l'heure, Caroline a parlé de quelqu'un qui est dans le customer support, que vous entraînez avec vos clients, avec vos fournisseurs, avec les membres de votre communauté locale, les autorités, etc., sous la forme d'une transaction économique. C'est-à-dire, ce qu'on cherche avec le client, c'est le retour sur lui. Et ce qu'on cherche avec les fournisseurs, c'est finalement acheter par rapport à ce qu'on a spécifié le moins cher. Et ce qu'on cherche avec les autorités, c'est éventuellement qu'on donne certaines autorisations, des subventions, etc. C'est toujours la prisme économique. Et du coup, on a créé un cloison. Et on n'a pas de confiance. On travaille sous protection de contrat. Donc, il y a de la méfiance qui préside. Et on travaille sous la condition qu'on a effectivement ce retour parce que l'intérêt économique préside. Et donc, la question qu'on s'est posée, est-ce qu'on peut avoir des entreprises qui mettent justement cette confiance-là dans le cœur de leur relation avec ces membres très concrets? On ne voit pas des parties prenantes, des abstractions. Hein, c'est mes clients, mes fournisseurs et les acteurs de la communauté locale où j'opère, des gens dont je connais les visages. Hein. Est-ce que je peux construire avec eux mes rapports, non pas sous forme de transactions économiques, mais sous forme de relations authentiques, comme si c'était des amis? Parce que si vous invitez un ami chez vous passer le week-end, donc bientôt on sera autorisé, parce que nous aussi on est infantilisés, on aura le droit, mais attention, hein, donc voilà, pas trop longtemps. Et si vous invitez votre ami passer chez vous, vous ne dites pas tu es un ami tant que tu ne me coûtes pas trop cher, quoi. Autant que j'ai un retour sur mon investissement sur toi. On ne fait pas ça. Et donc, évidemment, la dimension utopique, on dit, est-ce que les entreprises avec des milliers de milliers de personnes, je n'ai pas le premier, hein, on n'est pas le premier à poser cette question. Adam Smith, déjà, a posé la question, est-ce qu'il y a des relations amicales de l'entreprise? Il a dit non, parce qu'on ne peut pas maintenir des relations amicales avec des milliers et des milliers
des personnes. Ben, nous, on est parti étudier sur 3 continents, dans plusieurs dizaines d'entreprises, et on a vu des entreprises de petites à très, très grandes, avec 38 000 salariés, avec top 20 labos pharmaceutiques mondiaux, etc., qu'ils ont réussi de le faire. Donc, c'est un enjeu différent, parce que les rapports, je résume, avec des salariés, ce sont quand même des rapports qui commencent par le contrat de travail et qui sont dans des relations continuelles au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, peut-être parce que les gens sont chez eux, c'est maintenir cette relation-là, c'est un enjeu très particulier. Mais en revanche, avec le client, il n'est pas chez vous, il fait ce qu'il veut. Il peut entrer une fois dans votre chaîne de magasins et plus jamais revenir. Le fournisseur peut pour telle autre raison décider que vous ne payez pas assez, il s'en va, etc. Donc, comment vous construisez, c'est un autre rapport, hein, c'est un autre type. Et donc, il ne s'agit pas de changer les pratiques managériales, c'est autre chose, mais changer la façon dont on maintient une conversation, un dialogue avec ces personnes-là, et on se met au service inconditionnel de ces interlocuteurs à travers les activités de cœur de métier. C'est très important, le cœur de métier. Et je termine, ce qu'on a découvert qu'en étant, on appelle ça les entreprises altruistes, du mot latin alter, l'autre, hein, se mettre au service de l'autre, en faisant ça, ces entreprises prospèrent davantage que leurs concurrents, que instrumentalisent leurs interlocuteurs. Voilà. Merci Isaac pour cette mise en abîme aussi quelque part de ce concept. Chez Morning, c'est aussi le cas en fait. On se sent, au-delà d'être accueilli en tant que client, on se sent complètement chez soi. Et quelque part, c'est peut-être que ce que vous êtes en train de créer, Marie, avec ce concept, cette façon de nous faire ressentir qu'on appartient à un lieu, mais aussi qu'on se sent complètement engagé dans votre dispositif. À la fois, ça vous dépasse un peu, mais ça nous dépasse aussi. Et quelque part, ensemble, on crée des choses hyper pertinentes. Donc, oui, tu as raison, et c'est marrant parce que vous avez raison. Quand on a repensé un petit peu la marque et qu'on a interrogé nos clients et nos coworkers, ce qui ressortait de leurs témoignages chez nous, c'était vraiment qu'ils se sentaient en effet chez nous comme chez eux et qu'ils avaient un attachement à la marque. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qu'on a retenu, ce qui est important pour nous, et c'est pour ça que notre mission, c'est de leur faire passer une bonne journée de travail. C'est pas rien. Notre mission, c'est vraiment qu'ils se sentent bien. On ne se dit pas qu'on veut avoir du monde dans nos espaces ou changer de colocataire tout le temps. Au contraire, on veut vraiment les fidéliser, on veut qu'ils se connaissent, qu'ils entretiennent de vrais rapports, qu'un vrai réseau se crée. Et du coup, on développe énormément de services pour qu'ils se sentent bien chez nous. C'est vraiment notre préoccupation principale. Et c'est ce qui fait, je pense, que chaque colocataire peut témoigner du fait qu'il trouve un confort, que ce soit en termes de service comme en termes vraiment de bien-être au quotidien, et que c'est important pour nous et qu'il le ressent et que du coup, il va le communiquer aux autres, tout simplement. Et c'est vraiment notre préoccupation au quotidien. Pendant la crise, on a créé un fonds de solidarité aussi pour aider nos coworkers qui étaient en difficulté. Voilà, on a envie que les gens qui rentrent dans le réseau Morning aient de bonnes raisons d'y rester. Et se sentent connectés les uns aux autres. Et chez vous, Caroline, chez Payfit, il y a aussi cette notion de volonté de créer un lien durable, aussi bien avec les individus, les collaborateurs, qu'en équipe. Je crois comprendre aussi qu'il y a des rituels mensuels qui sont mis en place, qui étaient mis en place déjà avant la crise, mais qui ont redoublé quelque part grâce à la crise. Comment ça se passe justement? Il y a énormément de questions d'ailleurs dans le chat sur le work from anywhere. Finalement, comment on fait? Est-ce qu'on peut changer de ville fréquemment? Il y a plein de questions et plein d'engouements que ça suscite. Donc, si vous voulez bien un peu plus éclairer le concept et puis voir un peu comment finalement cette capacité
à libérer finalement la personne sur son lieu de travail permet aussi de créer du bien dans votre chaîne de valeur. Oui, je voulais juste rebondir. D'abord, désolée, je ne réponds jamais à la première question. C'est pas grave, c'est fait pour. sur le lien avec ce que disaient Isaac et Marie, hein, sur l'entreprise altruiste, d'un point de vue écosystème, parce que c'est un vrai sujet. Et pour répondre à l'écosystème, notamment chez les clients, je voulais revenir sur le concept d'authenticité. Déjà, il faut savoir que la création de PayFit, c'est parti du constat que la paye, le code du travail, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, extrêmement, on va dire, poussiéreux, et surtout qui était impossible à accéder en termes de connaissances si on n'était pas expert. D'accord ? Et ce qui est le cœur de notre motivation et de satisfaction client, c'est de dire, c'est pas parce que vous n'êtes pas expert que vous ne pouvez pas simplement, de manière facile, accéder à un système de paye qui vous permettra de le gérer de manière totalement autonome. Donc, on a quand même déjà ce postulat de base. Et alors, c'est intéressant, il y a 2 jours, j'écoutais un panel de nos clients et j'étais surprise de voir que la plupart de nos clients connaissaient par leur prénom justement la personne qui s'occupait chez eux du service client et que certains clients ne savaient pas jusqu'où s'arrêtait le service qu'on leur donnait. Et c'était assez intéressant. Donc, je reviens sur le côté inconditionnel du support client. Souvent, on challenge les supports clients parce qu'ils sont des coûts, parce que la satisfaction client, c'est sans fin. Mais ça m'interroge justement ce don envers nos clients. Et donc, je voulais juste faire le clin d'œil à ce que disait Isaac. Pour la partie aussi, je dirais, mission d'entreprise, on constate aujourd'hui que la raison économique, la raison d'être d'une croissance n'est plus uniquement économique. Aujourd'hui, les salariés nous poussent à identifier quel est le sens de notre mission au-delà de simplement faire de la croissance. Et je voulais juste souligner qu'on a créé une raison d'être avec un pilier écologique, sociétal, etc., comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est se dire aujourd'hui, en fait, on a 5 ans d'existence et on a déjà une raison d'être qui va au-delà de la croissance et qui a été accélérée par la demande de nos salariés. Donc, c'était juste pour faire aussi écho à ça, c'est-à-dire qu'on arrive dans des configurations d'entreprise où, dès le départ, de par aussi une pression constructive de nos salariés, on arrive à avoir un schéma complètement différent très rapidement sur les modèles d'entreprise. Pour répondre ensuite à la question sur les rituels, effectivement, on a mis en place beaucoup de rituels comme Marie, mais là, pareil, on a laissé l'autodétermination aux équipes pour choisir quels étaient leurs rituels. Donc, chaque manager a un budget par trimestre qu'il alloue, qui peut déléguer à ses salariés, enfin, il peut demander à ses salariés de créer, à ses équipes de créer des rituels. Et chacun va organiser, alors par exemple, des jeux de société, par exemple, des olympiades, par exemple. Je sais qu'en tech, les techs, quand il n'y avait pas le confinement, ils travaillaient avec des outils collaboratifs, type Miro, Donuts, etc., ou en design. Et ils se retrouvaient le soir pour aller boire un verre et partager un moment de vivre ensemble. Vous voyez, donc on a des journées qui peuvent être totalement inversées. Et après, en collectif, au niveau de l'entreprise, on a mis en place, comme beaucoup d'entreprises, des random coffee, ça marche très bien, des talks, mais aussi on a des choses qui sont essentielles et qui étaient là déjà avant, c'est que toutes les 2 semaines, on a ce qu'on appelle un town hall, un team meeting, où le CEO et des leaders de l'organisation vont donner des informations de manière très transparente sur ce qui se passe au quotidien et au niveau de la stratégie de l'entreprise. Donc, c'est des bases, hein, mais elles sont fondamentales pour aujourd'hui créer de l'authenticité dans l'entreprise. Je pense que je repasserai la main. Merci Caroline pour tout ça. Je repasserai la main à Isaac. Mais effectivement, je pense que la communication est clé dans ces moments-là, d'autant plus, et finalement à la fois par les dirigeants, les managers, mais aussi finalement l'ensemble des équipes. Et puis, il y a aussi une question, Caroline, sur la raison d'être de PayFit. Quelle est-elle, si vous voulez bien nous la préciser? Oui, alors notre mission, c'est d'être une source d'épanouissement au travail pour les salariés.
dans le monde. Donc, c'est une mission qui est ambitieuse, mais qui, par exemple, on est en train de développer une feature dans notre application qui va permettre aux salariés de faire des avances sur salaire. Aujourd'hui, il y a des collaborateurs dans le monde qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. On a de plus en plus de travailleurs précaires. Et ben, avoir un salaire à la moitié du mois et pas à la fin du mois, ça change la vie de pas mal de personnes, sans que ça soit, je dirais, compliqué et humiliant d'aller demander à une RH un papier pour le faire, etc. Donc, c'est comment on facilite ça pour le collaborateur. Dans notre produit, on est en train de développer avec Socially, qui est une association spécialisée dans le don, de faciliter, pareil, le don sur salaire avec un prélèvement automatique qui peut être facilement mis en place, par exemple. Donc, vous voyez, on va jusque dans le produit. La raison d'être, en fait, donc c'est ça, c'est d'être une sorte d'épanouissement et on se doit d'être, nous, rôle modèle sur ce sujet, bien évidemment. Merci beaucoup, Caroline. Effectivement, ça pose la question de plus en plus d'entreprises à mission, d'entreprises qui cherchent à avoir cet enjeu sociétal au cœur de leur organisation et de leur système. Marie, est-ce que tu veux en dire 2 mots ou est-ce que… Désolée, le son a coupé, Nathalie. Du coup, je n'ai pas entendu. Je parlais de cet enjeu qui dépasse finalement la simple activité de l'organisation, mais qui se veut avoir un impact positif pour la planète, les organisations. Il y a de plus en plus d'entreprises qui se déclarent à mission, il y a des Bicorp, il y a un certain nombre aussi d'engouement. C'est sûr que la crise a accéléré ce mouvement. Après, encore une fois, on veut donner un élan positif. Donc, concrètement, est-ce que tu veux dire 2 mots dessus, Marie? Moi, ce que je constate, c'est que c'est une vraie préoccupation aujourd'hui, mais même pour la génération qui arrive. On n'est plus dans le profit, on est vraiment dans ce qu'on peut laisser, comment on peut aider notre planète, comment on peut, avec justement ces entreprises altruistes, être plus dans le bien-être et dans le respect de notre planète, mais aussi des autres. Je pense qu'aujourd'hui, on grandit avec cette préoccupation qui grandit de plus en plus et on le voit aussi chez nos coworkers et dans les entreprises qu'on héberge chez nous. On a un nombre d'entreprises altruistes assez impressionnant. Donc oui, ça prend une ampleur et c'est bien. C'est positif. Oui, c'est bien. Mais effectivement, il faut l'accompagner. Il y a pas mal de questions aussi sur, finalement, il faudrait recruter que des gens qui sont déjà dans ce mindset, mais non, peut-être qu'il faut justement les accompagner. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, Isaac. Donc, je vous redonne la main pour… Alors, ça me fait plaisir que, et je le sais, si nous avons constaté ça, c'est pour ça qu'on a décidé de travailler depuis 2014-2015 sur ces sujets-là, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent depuis déjà 20 ans à peu près avec le triple bottom line. Après, il y avait des B Corp, après, il y a des Benefit Corporations, l'entreprise en mission en France. Et il y a d'autres mouvements aussi. Donc, il y a une sorte de volonté générale des entreprises d'avoir un impact positif sur le monde. La question, effectivement, comment le faire pour que ce soit un vrai impact? Comment échapper des effets d'annonce? Comment échapper de ce qu'on appelle en anglais des balancing act, c'est-à-dire en permanence essayer de faire le compromis entre les profits et, par exemple, les autres, l'écosystème, la communauté locale. Je vous donne juste un constat qui a fait l'inventeur de Triple Bottom Line, qui a inspiré les certifications B Corp et qui a inspiré les statuts de l'entreprise à mission Benefit Corporation. Après 25 ans, il a tiré le bilan des milliers d'entreprises qui sont inscrites dans Triple Bottom Line, c'est-à-dire Profit, People and Planet. Donc, essayez de faire ça simultanément, que ça ne marche pas. Que dès que vous laissez dans l'équation les profits vont toujours importer. Ils l'ont toujours importé parce que c'est l'ADN des entreprises, parce que c'est leur mindset, comme vous avez dit. Et sans le changement de ceci, je vais vous dire en quoi l'entreprise altruiste est très différente de toutes ces approches-là. Pourquoi elle permet en réalité peut-être à ces approches-là d'accomplir ce qu'elles cherchent à accomplir, mais malheureusement lutte
struggle, comme on dit en anglais, hein, pour l'accomplir. Donc, je donne un exemple concret parce que Caroline a parlé tout à l'heure de leurs clients. Parfois, comme on voit des salariés, parfois comme les enfants, on voit les clients comme les enfants gâtés. Genre, tu lui donnes ça, il va encore prendre ça, il va prendre ça va être sans fin, quoi. Où est-ce que ça va s'arrêter? Donc, oh là là, attention, il faut avoir des limites, il faut mettre des cadres, etc. On ne peut pas servir le client de la façon inconditionnelle, ce n'est pas possible, on va mourir. Ce n'est pas les exemples que j'ai étudiés. Dans le secteur, par exemple, de Caroline, on a étudié une banque, une multinationale, dans lequel, effectivement, ils disent nos conseillers dans les agences, ils sont un petit peu comme les médecins de famille, c'est-à-dire ils font tout pour la santé de nos clients, pour qu'ils soient dans une bonne santé. Et entre autres choses, si vous êtes un client dans cette banque, vous avez le numéro de téléphone portable de votre conseiller que vous pouvez appeler samedi si vous décidez et l'agence est fermée, ou envoyer un SMS dimanche. Est-ce que vous pensez que les clients de cette banque-là s'amusent à abuser et que harcèlent en permanence? Donc, comme les enfants gâtés et responsables, c'est comme ces clients qui ont aussi leur vie de famille et leur week-end, etc. La réponse est absolument non. En revanche, si je suis un patron d'une PME et si je dois faire une clôture de mes négociations lundi matin, et si je veux être sûr qu'effectivement ma ligne de crédit est toujours disponible, etc., je vais me permettre d'envoyer un SMS à mon conseiller, peut-être samedi après-midi, parce que les négociations continuent parfois pendant le week-end, etc. Et lui, il va me répondre effectivement, parce qu'il a envie que des choses se déroulent bien pour son client, plutôt que découvrir que lundi, finalement, il n'a pas pu signer le contrat parce qu'il n'a pas eu la réponse de sa banque. Donc, c'est que du bon sens. Or, on vit dans le monde non pas du bon sens, mais malheureusement des projections sur les dangers, les craintes, les salariés vont abuser, les clients vont abuser, les fournisseurs vont abuser, etc. Mais la réalité, ce n'est pas ça. Et donc, je répète, ce n'est pas l'altruisme qui fait du bien. C'est un des pièges dans cette direction-là. On essaie de faire un petit peu de tout, un petit peu de philanthropie, un petit peu de ceci, un petit peu de cela, et on peut afficher, effectivement, c'est magnifique, il y a beaucoup de projets très, très sympathiques, mais on n'a pas un véritable impact comme ça sur le monde. On ne l'a pas. C'est ponctuel. Si on veut vraiment avoir un vrai impact, il faut s'occuper de ses clients et faire tout pour eux pour que ce soit des clients qui sont vraiment, en anglais on dit delighted, enchantés, et qui disent, attends, je travaille avec plusieurs entreprises, mais ça, ce sont des gens vraiment, ils sont exceptionnels et ils font tout pour nous. Tout pour nous. Et on retiendra le fait qu'il faut aussi ne pas avoir peur de devenir ami avec ses clients. Non, alors attention, ami, ce n'est pas une question d'être ami dans le sens aller prendre un verre en permanence ou aller de happy hour. Non, les traiter comme si c'était un ami, c'est-à-dire pas dans le calcul. Pas dans le calcul. Ça, c'est premier. Les fournisseurs, pareil, quand vous avez des fournisseurs qu'en anglais on appelle dedicated, qui est prêt à tout faire pour vous, le problème du fournisseur, ce n'est pas son problème, c'est vite votre problème. Et si votre fournisseur n'est pas prêt à faire le maximum et même au-delà pour, je ne sais pas, terminer le projet qu'il a d'un produit ou je ne sais pas quoi pour livrer à temps et pas en retard comme beaucoup de fournisseurs, pourquoi il le fera? Si vous le traitez mal, si en permanence vous cherchez uniquement à extraire de la valeur, réduire, de le punir avec des sanctions, etc., il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Mais pour vous, il le fera. Et donc, vous voyez comment la communauté locale qui va être admirative, parce que vous savez, il y a des classements des entreprises qu'on admire, que les citoyens, des habitants admirent. Donc, tout ça dans l'ensemble va faire que, c'est ça le secret, sans que vous recherchez nécessairement, et vous faites ça à travers les activités de cœur de métier, attention, pas des petites donations par Sénat ou même des grandes donations, pas des fondations, le cœur de métier, c'est-à-dire c'est lui qui est responsable du service client qui lui le fait. C'est lui qui est un acheteur qui le fait. Donc, si vous le faites ça de cette façon, vous allez à un moment donné, et parfois très, très rapidement, la valeur économique créée sans aucune commune mesure
par rapport à ceux qui font les autres qui en permanence calculent le retour. Tout à fait. Ben, merci, ce sera le mot de la fin, Isaac. Merci beaucoup pour ça. Je vais juste vous redonner un tout petit peu la parole parce qu'on est quand même dans cette semaine de l'optimisme et donc dans cet élan positif. Qu'est-ce que ce serait le mot de la fin pour vous sous cet élan positif pour transmettre à nos auditeurs? Caroline, par exemple, ou Isaac. Allez-y, non, mais je ne sais pas qui Non, va allez-y, commencer. Isaac. Oui. Alors, il y a un livre, peut-être vous avez vu, de PDG de Salesforce qui s'appelle Trailblazer et qui dit que l'entreprise peut devenir la plus grande plateforme pour changer le monde de façon positive. Ça, c'est mon message. Je n'ai absolument rien contre. Les ONG font énormément des choses, même les organisations gouvernementales font énormément de choses. Mais la puissance qu'a l'entreprise pour répondre aux défis auxquels on fait face aujourd'hui est sans aucune commune mesure. Il y a des savoir-faire, des compétences incroyables. Et si seulement on transforme les entreprises pour que les gens orientent leur activité vers ça, à travers les activités de métier, cette entreprise, elle fait énormément pour effectivement faire face à ces défis et comme conséquence, pas comme finalité, devient plus prospère. Voilà le message optimiste qui est basé sur le réalisme. C'est l'optimisme réaliste parce qu'on a constaté ça et ça fonctionne depuis des décennies dans les entreprises. Donc, c'est aussi une recommandation à faire pour Caroline et Marie de développer une entreprise plateforme. Donc, Caroline, un dernier mot? Oui, alors… Ça passe trop vite. Hein. Ouais, ça passe vite. Moi, je vais revenir sur la notion d'optimisme. Pour moi, l'optimisme, c'est penser le monde meilleur, peut-être que ce qu'il est, que tout est possible. Et donc, moi, je dirais, si je devais finir avec un mot, ça serait rêve. Parce que dans rêve, il y a énormément de possibilités. Payfit est né d'un rêve qui était de simplifier la paye et le code du travail pour les petites entreprises. Quand je regarde ce qu'il en est depuis 5 ans, je me dis que tout est possible. Et j'ai envie qu'avec nos concepts de work from anywhere, de confiance, qu'on aille encore plus loin. Et voilà, donc de continuer à rêver, c'est important. C'est beau. Marie? Moi, j'ai envie de parler toujours et encore de confiance. Je pense qu'il faut qu'on ait confiance en l'avenir. Là, c'est une période un petit peu difficile, mais faisons confiance. Voilà, faisons confiance aussi, comme le dit Isaac, à nos salariés, encourageons la créativité. Surtout, dans une période un peu difficile comme ça, ne brimons pas les initiatives et la créativité que peuvent avoir les gens. Donc voilà, donc la confiance, la créativité, pour moi, c'est vraiment l'optimisme d'aujourd'hui. Se faire confiance, avoir confiance en l'avenir et être créatif et essayer des choses, innover. Bon, ben, on va continuer de vous suivre tous les trois. Merci beaucoup. N'hésitez pas à regarder et à lire attentivement les ouvrages d'Isaac Getz, parce qu'ils sont toujours aussi inspirants. Puis merci à tous les trois d'avoir pris la parole ce matin. Du coup, je signale qu'il y a eu des questions et j'ai essayé de les couvrir parmi nos échanges, mais effectivement, on pourra quand même les reprendre et je les adresserai à chacun des trois intervenants par la suite si jamais il y a des besoins de creuser des sujets. Demain, vous avez rendez-vous à 14h, je crois, avec Stéphanie Ampard sur Place à l'ère des good news. Donc, on continue dans l'élan positif. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Il y aura Anne-Sophie Nouvelle, il y aura Valérie Zoido et puis, je crois, Caroline de Chanterec. Sur toute cette conversation avec beaucoup d'optimisme et de positivité. Donc, merci Morning pour tout ça. Merci à vous tous et à bientôt. Merci Nathalie, au revoir. Merci, à bientôt.